Grand 1, mouvement de population, urbanisation, métropolisation. Et tout d'abord petit 1, une France urbaine. Commençons d'abord par étudier le phénomène de l'urbanisation en France. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'urbanisation s'est accélérée en France, comme le montre ce graphique, et donc aujourd'hui la définition classique de la ville ne suffit plus à caractériser le phénomène urbain. En effet, si on regarde bien, 76% de la population habite dans une commune urbaine de plus de 2000 habitants. Mais le pourcentage monte à 82% si on prend en compte les aires urbaines. Pour comprendre ce qu'est une aire urbaine, on va prendre l'exemple d'Agen et de sa périphérie. Ici, une carte qui représente donc le territoire agenais. Une aire urbaine est composée de différents espaces urbains. D'abord, au centre, une ville-centre, ici Agen, qu'on appelle aussi en géographie un pôle urbain. Près du centre ou autour du centre, un ensemble urbain qu'on appelle une banlieue. Ces deux ensembles forment une agglomération, appelée aussi une unité urbaine. Au-delà de l'agglomération s'étend l'espace périurbain, dont les habitants dépendent de la ville pour leur emploi, leurs loisirs, leur mode de vie. Ainsi, cet espace périurbain contient lui-même des communes urbaines, et cet espace urbain de l'aire urbaine est traversé par des migrations domicile-travail qui nécessitent des axes de communication plus ou moins importants. Voici donc, si j'enlève la carte du territoire agenais, le schéma d'une aire urbaine. Vous pouvez maintenant recopier ce schéma dans votre cahier. Ce processus d'urbanisation se traduit, par ailleurs, par une spectaculaire extension spatiale. Prenons l'exemple de Lyon. On va retrouver donc l'agglomération lyonnaise ici, c'est-à-dire ville-centre et la banlieue. Et puis au-delà, on le voit, un espace périurbain qui ne cesse de s'étendre sur de très grandes distances. Ainsi, l'étalement urbain est un phénomène qui est apparu dès les années 60, mais qui n'a fait se renforcer depuis lors et touche les petites villes proches d'une agglomération ou les communes rurales. Ce phénomène, qu'on appelle aussi la périurbanisation, engendre une mobilité accrue, car le territoire urbain devient de plus en plus étalé et de plus en plus diffus. Une troisième caractéristique de cette France urbaine, c'est l'urbanisation inégale du territoire français. Alors, cette carte montre à la fois l'importance des villes selon leur nombre d'habitants, mais également l'évolution de la population urbaine. On constate qu'il y a une différence entre l'ouest et le sud du territoire, où on a des villes dynamiques, en croissance démographique, ce qu'on appelle souvent l'arc atlantique et l'arc méditerranéen, contrairement au nord-est du territoire, où les villes connaissent une très faible croissance, une stagnation donc, voire même un recul. On va maintenant, pour finir ce petit 1, retenir donc les grandes aires urbaines de France sous la forme de nouveau d'un schéma. Vous allez donc faire un hexagone qui représente traditionnellement l'espace français et placer à peu près au bon endroit les villes qu'il faut retenir. On remarque qu'un schéma sur la localisation est plus approximatif qu'un croquis. Donc vous allez mettre pour titre les principales aires urbaines françaises et rajouter le nombre d'habitants. La légende ici est très simple, infigurer le nombre d'habitants de l'agglomération en millions.
Petit 2, la métropolisation du territoire français. Et tout d'abord, voyons les caractéristiques des métropoles. La métropolisation est un mouvement géographique qui est apparu dans les années 70 en France et qui se manifeste par la concentration des fonctions de commandement, à la fois politique, économique, culturelle, mais aussi par la concentration des richesses et par la concentration de population au sein des villes. Ainsi, on peut définir une métropole comme étant une aire urbaine exerçant un rayonnement sur un territoire régional, national, voire international. Comme le montre la carte, ce rayonnement est proportionnel à l'importance de la population de la ville et à la puissance de ses activités. La deuxième chose que montre cette carte également, c'est que les métropoles structurent le territoire aujourd'hui en France. Puisque vous voyez que peu de portions du territoire français ne sont pas polarisées par une métropole. Ce processus de métropolisation affecte les villes à différentes échelles. Tout d'abord, à l'échelle locale, ce processus se marque dans le paysage, notamment par la construction de quartiers d'affaires centraux dans de très nombreuses métropoles. On peut citer bien sûr, mis à part le quartier Euralille de l'agglomération lilloise, d'autres quartiers d'affaires centraux dans les métropoles françaises. On peut citer donc le quartier Euroméditerranée pour Marseille. On peut citer le quartier Bordeaux-Euratlantique en cours de constitution à Bordeaux, ou encore le quartier Lyon-Confluence. À l'échelle locale, ce processus de métropolisation affecte aussi le paysage par la rénovation des centres-villes, qui permet de donner un cadre plus plaisant, plus soigné aux salariés et aux habitants. Ici, les activités des métropoles sont nombreuses et leur permettent de structurer le territoire à l'échelle régionale par leur offre de services rares. On peut citer les universités, on peut citer les centres hospitaliers, on peut citer certains lieux culturels de dimension régionale, par également des commerces spécialisés, et puis, comme on vient de le voir avec le quartier Euralille, par des infrastructures de transport souvent rapides. Ça peut être bien sûr des gares TGV, mais encore des aéroports. On peut se demander à présent comment le processus de métropolisation renforce les inégalités territoriales. Je reprends la carte de tout à l'heure et je vous laisse la regarder un petit peu mieux, parce que cette carte, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure, met aussi en valeur les inégalités territoriales et l'inégale polarisation de l'espace par les métropoles. En fait, si on regarde parfaitement cette carte, on va constater que Paris a une place à part. Paris est une métropole attractive. D'ailleurs, c'est la seule ville française qu'on peut qualifier de ville-monde, avec 11,8 millions d'habitants, c'est-à-dire quand même près de 19% de la population française. La capitale est à la tête du réseau urbain français. Et d'ailleurs, on parle ici de macrocéphalie. Macrocéphalie, on emploie ce terme lorsqu'il s'agit d'un système urbain déséquilibré et dominé par une seule et très grande métropole. Puisque Paris dispose d'importantes fonctions de commandement, au niveau politique, bien entendu, le siège du gouvernement français, de l'Assemblée, etc. Au niveau également économique, puisque Paris va regrouper, ou va accueillir plutôt des sièges sociaux des grandes firmes transnationales par exemple. Donc pour Paris, la concurrence se fait au niveau européen ou mondial. À un échelon inférieur, les métropoles régionales sont en concurrence au niveau européen, c'est le cas de Lyon, peut-être aussi de Marseille, qui s'insère dans la concurrence européenne, mais surtout sont en concurrence sur le plan national. Et du fait de cette concurrence,
certaines villes forment des partenariats avec des villes proches pour pouvoir former des métropoles. Ainsi, cette carte montre des associations de villes qui permettent donc à ces villes-là de devenir des métropoles. C'est le cas de l'espace métropolitain Loire-Bretagne par exemple, ou encore de la région urbaine de Lyon. Ces partenariats peuvent être aussi transfrontaliers. C'est le cas de la région lilloise avec l'aire métropolitaine de Lille qui s'étend aussi à des villes de Belgique. Grand 2. Aménager les villes pour réduire les fractures sociales et spatiales. Et tout d'abord, voyons en petit 1 un constat, la fragmentation de l'espace urbain. En effet, on parle de fragmentation car les centres et les périphéries sont différenciés. Les centres tout d'abord, les centres-villes. Les centres-villes aujourd'hui connaissent de nouvelles dynamiques. Ils ont été délaissés un peu dans les années 80 et 90, ils perdaient de la population et depuis, ils regagnent de la population et ils regagnent des activités, notamment par le biais de fonctions de commandement qui s'y installent. D'ailleurs, on constate que les fonctions de commandement s'y installent quelle que soit la taille de la métropole, formant ainsi des centres tertiarisés, de bureaux ou des quartiers d'affaires. Ainsi, les centres font l'objet d'une réhabilitation récente, soit une rénovation de l'habitat, ou encore, comme le montre ici cette photographie de Bordeaux, de la place de la Bourse à Bordeaux, une mise en valeur architecturale, ici des bâtiments du XVIIIe siècle. Ces centres anciens connaissent donc un processus de gentrification, c'est-à-dire un processus de retour des catégories aisées dans le centre des villes après des opérations de réhabilitation urbaine. Ce processus de gentrification entraîne une montée des prix de l'immobilier qui entraîne à son tour un processus grandissant de gentrification. En ce qui concerne maintenant les périphéries, on peut vraiment parler d'hétérogénéité de ces périphéries. Tout d'abord, plus près du centre, dans ce qu'on appelle la zone de banlieue, les périphéries, souvent dont l'habitat est formé de grands ensembles. Alors, ces périphéries sont habitées essentiellement par des classes modestes, voire même des classes moyennes, et parmi elles, on peut distinguer les US, c'est-à-dire les zones urbaines sensibles. La loi française détermine 751 ZUS, c'est-à-dire des périphéries qui concentrent les difficultés, par exemple un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale, ou encore un niveau de formation plus faible. Et donc, ces quartiers, classés en ZUS, sont prioritaires pour bénéficier des mesures de la politique de la ville. Plus on s'éloigne du centre et de ses banlieues, plus on va trouver des banlieues pavillonnaires. Ici, la photographie de la périphérie de Toulouse montre ces banlieues pavillonnaires, essentiellement habitées par des classes moyennes, qui ont un désir de trouver des maisons individuelles avec jardin, un cadre de vie agréable et également des prix moins élevés qu'au centre, parce qu'il y a un éloignement par rapport au centre. Ceci nous amène à voir les fractures socio-spatiales, puisqu'on a vu que ces espaces, que ce soit les centres ou les périphéries, étaient très différenciés. Alors, les fractures socio-spatiales, on emploie ce terme lorsque les espaces urbains contigus, c'est-à-dire qui se touchent, fonctionnent sans lien entre eux à cause des écarts sociaux importants entre leurs populations respectives. Ainsi, au XIXe siècle, à l'ère industrielle, on constatait des fractures et une opposition entre les quartiers bourgeois et les quartiers ouvriers. Aujourd'hui, les dynamiques récentes, et notamment l'étalement urbain, produisent de nouvelles structurations de l'espace urbain. Cette fois-ci avec une opposition des centres et des périphéries,
les centres regroupant plutôt une population aisée, les périphéries plutôt des classes moyennes et populaires, voire même des fractures entre les périphéries elles-mêmes. Cela nous amène à voir petit 2 des politiques de la ville pour réduire les fractures. Alors, tout d'abord, les politiques de la ville, qu'est-ce qu'on désigne par là? Cette expression désigne l'ensemble des actions menées par l'État qui visent à revaloriser certains quartiers, notamment les US, et qui visent plus largement à réduire les inégalités socio-spatiales dans les villes. Les premières mesures relevant de la politique de la ville ont été prises en 1971 et elles se poursuivent aujourd'hui. Ces politiques de la ville s'appuient sur plusieurs outils, on va en voir 3 ici. D'abord, la rénovation urbaine, c'est-à-dire des opérations qui consistent à détruire, notamment dans les périphéries d'habitats de grands ensembles, à détruire les tours et en vue de la reconstruction d'habitats sociaux plus agréables, notamment l'insertion d'espaces verts. L'idée étant aussi de réintroduire de la mixité sociale. Le deuxième outil va passer par des mesures sociales ou économiques. Ça va être par exemple ce qu'on appelle la création de zones franches. Les zones franches, c'est-à-dire des zones où les entreprises sont exonérées de taxes partiellement ou totalement, notamment au moment de leur création, ce qui a bien sûr pour but et objectif de créer de l'emploi dans des quartiers qui en manquent. Le troisième outil est l'intégration territoriale, c'est-à-dire la mise en valeur des différents quartiers au sein d'une aire urbaine. Cela passe par la constitution de réseaux de transport performants et reliant tous les espaces d'une ville. Grand 3, les espaces ruraux entre attractivité urbaine et nouvelles formes de développement. Cette carte, établie par la DATAR, montre 3 types d'espaces ruraux. Ici, les espaces ruraux périurbains, les espaces ruraux dynamiques ou redevenus dynamiques, et puis les espaces ruraux fragiles, souvent les plus éloignés des villes. Ainsi, cette typologie utilisée par la DATAR, nous allons la reprendre ici, dans le plan de ce grand 3. Commençons donc tout d'abord par petit 1, les espaces ruraux périurbains. Alors, une des premières caractéristiques des espaces ruraux périurbains, c'est qu'ils sont les plus dynamiques de tous les espaces ruraux. La limite ville-campagne est devenue floue aujourd'hui du fait de l'étalement urbain et ce mitage des espaces ruraux, comme on l'appelle, amène à une interpénétration des 2 types de territoires, c'est-à-dire à la fois le territoire rural et le territoire urbain. Ainsi, la périurbanisation concerne l'ensemble des aires urbaines, mais les campagnes périurbaines connaissent une évolution d'autant plus rapide que le pôle urbain lui-même est dynamique. On peut citer par exemple le dynamisme des campagnes autour de Lyon, de Nantes, de Rennes, etc. La deuxième caractéristique de ces espaces ruraux périurbains, c'est la place qui jouent les néo-ruraux. On appelle néo-ruraux des habitants traditionnellement urbains ayant quitté la ville pour s'installer dans des villages ou dans des zones périurbaines rurales. Les facteurs sont connus et on en a déjà parlé dans la leçon. Le désir d'une maison individuelle, d'une vie plus proche de la nature avec des guillemets bien sûr, et donc sociologiquement ce sont souvent des classes moyennes et souvent des couples avec enfants, mais également des retraités. La plupart des néo-ruraux travaillent quand même dans un pôle urbain, soit de la banlieue, soit de la ville-centre, ce qui explique l'importance des trajets, des migrations quotidiennes entre les 2 types d'espaces. Le deuxième type d'espace rural, ce sont les espaces ruraux redevenus dynamiques. Alors,
Ce sont souvent des espaces ruraux qui ont une position avantageuse. Souvent, ils disposent d'atouts culturels et naturels, et, par leur position, ils sont bien reliés au pôle urbain par des axes de communication importants ou plus ou moins importants. Ces facteurs ont permis à ces espaces d'enrayer leur déclin démographique. On peut citer par exemple l'exemple des campagnes de l'arrière-pays méditerranéen, et ce type d'espace apparaît en bleu sur la carte. Ce sont aussi des espaces qui ont des activités dynamiques. Alors, ils connaissent une renaissance donc grâce à ces activités. Ça peut être l'installation d'activités industrielles ou tertiaires qui provoquent donc un renouveau. Et dans ce cadre, on peut noter l'existence ou la création de pôles d'excellence rurale, ce qu'on appelle aussi des PER, qui sont destinés à dynamiser les espaces ruraux. D'autres espaces ruraux profitent aussi de l'activité touristique. C'est par exemple le tourisme vert dans le sud-ouest, le sud-est ou dans la périphérie du bassin parisien ou encore dans certains massifs montagneux. Enfin, troisième type d'espaces ruraux, les espaces ruraux fragiles. Ces espaces connaissent un déclin démographique, allié à un vieillissement de la population qui pose des problèmes d'aménagement du territoire, et notamment les problèmes de maintien de commerce ou de services publics. C'est le cas par exemple d'une présence médicale de plus en plus rare. Ces espaces forment ce qu'on appelle souvent la France du vide, ici sur la carte, qui apparaît très bien, entre le Piémont pyrénéen et les Ardennes, en englobant donc une partie du Massif central. Ce sont des espaces qui ont des activités peu dynamiques. Dans ces espaces, l'agriculture est présente, mais souvent peu dynamique. Ainsi, la mise en place de zones de revitalisation rurale, ce qu'on appelle aussi les ZRR, tente de lutter contre la désertification de ces espaces ruraux. Par exemple, dans ces zones, les entreprises bénéficient d'importants avantages fiscaux. À noter quand même que les ZRR couvrent 50% du territoire français.